Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Nous sommes encore très heureuses de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Dossier spécial. Dans ce numéro, nous allons vous entretenir sur l'étude qui vient de mener Raymond Luneko, expert indépendant, spécialiste de la législation minière, intitulée Élections et mines. Dans cette étude, l'auteur a voulu savoir la place que doit occuper les secteurs miniers dans la législation, dans la vie active nationale congolaise et surtout dans la vision des candidats présidents de la République. Au cours de cette émission, nous allons découvrir avec l'invité, l'auteur de l'étude, ce qu'a été les résultats de ces enquêtes, la démarche entreprise pour en arriver là, et aussi les défis qu'il a enregistrés et comment y remédier. Vraiment rester branché pour ne rien rater. Je vous signale que je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Bivens Bala, qui est le co-animateur de cette émission, à qui je dis bonjour. Bonjour Ephrasie Makanda, je dis bonjour à toutes les personnes qui sont branchées en ce moment pour suivre bien sûr cette émission dénommée Dossier spécial. Et je profite aussi de cette occasion pour dire bonjour à Raymond Luneko, qui est vraiment un expert dans ce secteur. Alors je pense que nous sommes là pour éclairer la lanterne de l'opinion en ce qui concerne bien sûr les questions qui intéressent les Congolais, surtout sur les thèmes que doivent piloter les candidats présidents pendant cette période électorale. Voilà. D'accord. Bonjour Raymond Luneko. Bonjour Ephrasie, bonjour Bivens. Nous sommes disposés à répondre. Comment allez-vous? Ça se passe très bien. On est là pour répondre à toutes vos questions. D'accord. Vous venez de mener une étude qui s'intitule Élections et mines. Pourquoi une telle étude pendant cette période électorale? Oui, mais les contextes, vous le connaissez, on est dans un contexte politique, je ne dirais pas tendu, mais électoral. Et dans cette période, on a besoin de donner la parole à l'opinion. Parce que les hommes politiques, des fois, ils ont des idées, des très bonnes idées, nous saluons, ils ont une vision, mais généralement, ils n'arrivent pas à jauger la profondeur des aspirations de la population pour mener une bonne campagne. Et cette étude vient à point nommé parce que ça viendra aider les différents candidats présidents de la République, qui sont au nombre de 26, si je ne me trompe pas, et même si les autres ont désisté, mais nous venons avec cette étude pour leur dire, voilà, c'est vrai, vous allez dans le sens de la sécurité, c'est vrai, vous allez dans le sens de la prospérité, vous allez dans le sens de l'unité nationale, mais voilà une voie indiquée dans laquelle vous pouvez entrer et pourquoi pas parler avec l'électorat. Et la plupart des personnes qui ont été interrogées dans cette étude nous ont démontré par A plus B que la question minière doit être la priorité dans les débats politiques actuels. La question minière doit être une priorité. Parlez-nous un peu comment se présentent les résultats de vos enquêtes. C'est vrai, on aura plusieurs émissions que nous allons faire avec vous autour de cette étude qui est très pertinente. Et nous saluons également certains médias qui ne cessent de nous appeler parce que hier on a répondu à plusieurs interviews de vos différents confrères, des différentes radios qui nous ont appelés pour arracher la première de l'information. On a répondu à plusieurs radios, je ne citerai pas ici parce qu'elles sont des radios concurrentes. Il y a également des chaînes de télévision qui nous appellent. Donc avec vous, Télé 7, nous allons faire 2 émissions, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. En parlant des résultats des études, comme on l'a déjà annoncé, les résultats phares, c'est celui-là. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été enquêtées. Et sur plusieurs personnes enquêtées, il ressort très clairement que dans les échantillons qui ont été analysés, au moins 99%, j'insiste, 97% des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 30 ans estiment que
la question qui intéresse actuellement, c'est la question minière. Et on en va décortiquer ensemble dans nos analyses pourquoi les gens qui ont été enquêtés en sont arrivés là et beaucoup de gens seront époustouflés. Ok, parlez-nous un peu de la démarche que vous avez entreprise pour en arriver à ces résultats. La méthodologie, elle est simple. Notre méthodologie, on l'a basée sur un questionnaire. On a eu un questionnaire, d'ailleurs je suis content d'avoir sur ces plateaux un enquêteur, il est avec vous. On a eu un questionnaire et on l'a distribué à nos enquêteurs qui sont des jeunes intellectuels de notre pays, qui sont descendus sur terrain et on a quadrillé la ville de Kinshasa en 4 circonscriptions électorales. Il y a eu des jeunes gens qui sont partis à Lukunga, d'autres qui sont partis à Moamba, c'est-à-dire nos enquêteurs qui sont partis à Moamba, à Lukunga, à Funa et à Tchangou. Et en dehors du questionnaire, on a eu une fiche d'identification. Et dans la fiche d'identification, on pouvait facilement identifier des personnes enquêtées. On les a répartis selon les tranches d'âge. Il y a eu 18-30 ans, il y a eu 30-50, il y a eu 50-80 ans. Et la méthodologie qu'on a mise en place, elle est très simple parce que d'un côté, vous avez un questionnaire et dans la fiche d'identification, on identifie la personne enquêtée. Non seulement on l'identifie, mais on sait facilement lier la question à la réponse qu'il donne. Donc c'est plus facile d'avoir une fiche, au moins 50, 100, 200 personnes que vous pouvez facilement interroger et la personne va nous répondre tout simplement par oui ou par non au regard du nombre de questions qui ont été posées. Et ça a été plus simple pour nous de ventiler et d'arriver à la conclusion de nos enquêtes. Et vous avez orienté vos enquêtes seulement jeunes ou bien il y avait aussi des... Voilà, ça c'est une question qui est pertinente. On a voulu être sincère dans notre enquête. Vous vous rappelez, lorsque je parlais de la fiche d'identification, il y a eu des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 30 ans. C'est toujours des jeunes dont l'âge varie entre, mais qui sont devenus un peu des jeunes majeurs, hein, donc 30, 50 ans et 50, 80 ans. Pourquoi nous nous sommes limités aux jeunes dans les résultats? C'est parce que ce sont des jeunes de 18 et 30 ans qui se sont beaucoup prononcés. Ceux qui ont 31, 50 ans ne se sont pas vraiment beaucoup prononcés. Et surtout ceux qui ont 50, 80 ans ont été les moins qui se sont prononcés. Mais pourquoi ils sont fatigués? Alors, parmi les raisons, vous allez voir dans les tableaux, lorsqu'on a eu à faire des analyses, les jeunes gens sont encore à fleur d'âge, beaucoup sont encore étudiants, d'autres viennent à peine de finir. Ils ont l'ambition de beaucoup travailler dans le secteur minier. Ils ont l'ambition, pourquoi pas, de devenir, pourquoi pas, actionnaires dans certaines entreprises minières. Et ils ont cette fougue-là. Ils veulent voir cette question être priorisée. Pourquoi? Parce que pour eux, ils estiment que c'est un secteur qui donne facilement l'argent. Parce que les jeunes gens ont besoin d'argent, ça donne l'argent facilement. Et c'est un secteur qui a fait que notre pays soit compté parmi les pays à scandale géologique à travers le monde. Alors ils estiment qu'il faut absolument en parler. Mais les autres ont vécu au moins les 4 cycles électoraux dont la République démocratique du Congo a connu et ils sont un peu fatigués des promesses qui ont été faites par les hommes politiques. Les hommes politiques peuvent vous embourber dans des promesses, ils ne réalisent pas, alors ils estiment que ça ne sert à rien. Beaucoup se sont difficilement prononcés et ça a été difficile pour nous de capter les résultats et de les ventiler moyennant les pourcentages. Donc c'était plus facile sur 1000 personnes enquêtées de savoir qu'il y a au moins 970 qui se sont prononcés pour dire oui aux questions relatives à la priorisation du secteur minier pendant cette période électorale. Oui, Raymond Linoko, je voulais un peu revenir en arrière pour dire ceci. Je vous en prie. Pendant cette période électorale, parce que ce n'est pas un secret de polichinelle, il faut quand même qu'on se le dise, les thèmes qui sont sur toutes les lèvres des candidats présidents de la République sont au plus la justice, l'unité et la sécurité. Mais on a comme l'impression qu'ils oublient aussi le secteur minier. Parce qu'aujourd'hui, si une partie de notre pays
l'Est de la RDC est menacé par des forces négatives, c'est bien sûr à cause de nos minerais. Mais une fois élus, ils vont aller s'appuyer sur ces secteurs miniers. Vous ne pensez pas que c'est vraiment important pour tous ces candidats présidents de faire vraiment un bon choix ou bien de revenir sur la raison? Ça nous permet de parler. Et je crois que nous devons être très clairs quant à ce Bivens Bala. Moi, je trouve, je ne dirais pas honnête, je trouve malhonnête, à mon avis. C'est un peu les analyses qu'on a eu à faire dans l'étude. Pour nous, c'est malhonnête. D'estimer d'un côté que j'ai dans mon pays un secteur qui est importantissime, je dis bien un secteur important qui est le secteur des mines, n'est pas prioriser ce secteur lorsque je fais mes promesses électorales, mais de m'y appuyer après avoir été élu. C'est malhonnête. Je ne peux pas battre campagne sur des questions de paix, sur des questions de prospérité, sur des questions d'unité. Après avoir été élu, je viens m'appuyer sur un secteur et commencer à implémenter tout ce que j'ai eu à faire comme promesse. C'est malhonnête. Pour nous, nous estimons qu'il faut renverser ces paradigmes. Dites-nous clairement que pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC, voilà mon plan. C'est de travailler en étroite collaboration avec les multinationaux qui ont des capitaux frais qui viendront exploiter nos minéraux. Avec l'argent récolté, nous allons équiper notre armée, nous allons mettre fin à la guerre. Ça serait à notre avis plus honnête que de dire je vais finir la guerre dans 6 mois, je vais finir la guerre dans 1 année, sans nous donner des indications claires de la façon dont vous allez procéder. Je prends pour exemple, on était ici avec vous en 2006. Les pays venaient de sortir fraîchement de la guerre, il y a eu tout ce qui est, il y a eu 1+4 et ainsi de suite. Et puis après, nous sommes partis au référendum et élection. J'ai vu des candidats présidents de la République battre leur campagne avec des thèmes relatifs à la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais les mêmes candidats, après avoir été élus, ils ont conclu des contrats avec des Chinois pour l'exploitation de nos minéraux en implémentant un projet phare que nous saluons, les 5 chantiers de la République que tout le monde connaît. Il eût fallu, à notre avis, nous dire, bon voilà, nous allons travailler sur la thématique mine et nous allons travailler sur la thématique sécurité, mais c'est la thématique mine qui nous donnera les moyens pour nous permettre de sécuriser la partie est, parce que la thématique mine pourra nous permettre d'arracher les différents contrats avec des partenaires sur les plans internationaux. Avec ces capitaux frais, ça nous permettra de résorber cette question. Pour nous, c'est plus honnête. En 2011, même, on bat campagne sur un autre thème et on vient implémenter révolution de la modernité, toujours avec les contrats chinois. Nous allons en 2018, l'actuel président de la République qui a battu campagne sur la lutte contre la pauvreté, les peuples d'abord, rappelez-vous. Mais après, le même candidat qui a été élu a fait quoi? Est rentré en Chine pour réviser les contrats chinois qui étaient signés en 2018. Toujours les secteurs des mines. Et nous, nous estimons que pourquoi un secteur aussi important, on semble négligé, mais après avoir été élu, on recourt sur ces secteurs-là. Nous disons non. Dites-nous clairement que le secteur des mines, c'est un secteur important. Priorisez ces secteurs-là et mettez en exergue les ministères. J'insiste, mettez en exergue les ministères qui fait quoi? Qui soutient ces secteurs. On a vu ici les ministères de l'Environnement devenir vice-primature, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'actuellement, la RDC veut être pays solution. Pourquoi ne pas faire aussi des ministères des mines vice-primature? Parce que ce sont nos minéraux qui nous soutiennent. Pourquoi ne pas en faire une vice-primature? Donc tout ça, ce sont des questions de fond sur lesquelles nous revenons et nous disons qu'il serait malhonnête de la part des candidats présidents de la République de battre campagne sur des questions de sécurité, mais après avoir été élu, il recourt aux mines. Non. Prioriser les mines et les autres thèmes, et pour que l'on sache que s'il arrive à remporter les élections, il va sécuriser, mais en s'appuyant sur les secteurs des mines. Là, ça sera beaucoup plus honnête à notre avis.
Je crois que c'est ça les défis enregistrés. C'est ça les plus grands défis. Je dirais défi pour les hommes politiques. Pour nous, ce n'est pas un défi. Ça sera un défi pour les hommes politiques de dire clairement la vérité à la population. Aujourd'hui, depuis les premiers cycles électoraux en 2006, jusqu'à nos jours, il n'y a que le secteur des mines qui soutient ce pays. C'est les poumons de notre économie. Qu'on le veuille ou pas, même si on n'arrive pas à le dire très clairement, ça saute aux yeux. Et moi, je suis en train de vous présenter les faits. En 2006, contrat chinois, 5 chantiers de la République, basés sur le secteur des mines, révolution de la modernité, basée sur le secteur des mines, et aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, tout gravite autour du secteur des mines. Et demain, ça sera le cas. Et nous disons, puisque la population s'est prononcée, et la population vous dit, prioriser le secteur des mines, pourquoi ne pas prioriser ce secteur et dire très clairement à l'opinion que nous avons un secteur qui est important. Je vous dis, aujourd'hui, nous devons être sincères, que nos minerais sont épuisables. Et puisque les minerais sont épuisables, profitons-en pendant que nous n'avons pas encore. Profitons-en. Relevons ces défis-là, de prioriser le secteur des mines, d'en faire un secteur important. Et demain, vous allez voir, même les personnes qui viendront conclure des accords avec nous, viendront avec l'intention de savoir que l'opinion nationale est derrière ce secteur. Nous n'allons pas là-bas pour badiner. Vraiment, la RDC est à son 4e cycle électoral à partir de 2006 jusqu'à nos jours. Et la CNI, qui est l'organe qui organise bien sûr les élections, et pendant cette période électorale, elle organise des assemblées générales dans les universités avec bien sûr la collaboration d'autres institutions d'appui à la démocratie, entre autres les CESAC et autres. Mais en milieu universitaire, même les scientifiques présentent peu d'intérêt en ce qui concerne bien sûr le secteur minier. Or, l'université intercadre censée former l'élite congolaise. C'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Moi, vous m'avez présenté comme spécialiste de la législation minière. Tout ce qui est politique, ça m'intéresse très peu. Mais ta question, elle est pertinente parce que... Là, hormis les hommes politiques. Oui, oui, mais vous savez, j'ai peine parce que c'est au niveau de l'université où on pouvait avoir toutes les statistiques possibles. C'est au niveau de nos universités où on pouvait avoir toutes les études possibles qui gravitent autour de cette thématique relative aux mines. Et aujourd'hui, nous avons un service qui est important, qui est connu seulement au milieu des spécialistes des questions minières, mais très peu connu au niveau de l'opinion nationale, le service géologique national du Congo. Très peu en connaissent. Mais là, vous avez des très bons géologues de notre pays. Tous les spécialistes en matière de géologie se trouvent dans ces services-là. Mais combien de personnes en connaissent? Et si je posais même la question à vous, qui êtes élite de notre pays, journaliste, c'est quoi la mission de ces services? Beaucoup ne connaissent peut-être pas la mission de ces services. Alors qu'aujourd'hui, si un titulaire des droits miniers est déchu de son droit minier, le périmètre qui est déchu va être renversé au patrimoine de l'État congolais. Est-ce que vous le savez? Ça va être renversé au patrimoine de l'État congolais. Et lorsque ça sera renversé au patrimoine de l'État congolais, automatiquement, ça revient à la responsabilité de ce service géologique national du Congo. Pourquoi? Pour l'amélioration de la connaissance des substances minérales de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un travail qui devrait, en principe, être pris en charge par les milieux universitaires, par l'élite congolaise, par les scientifiques. Mais généralement, comme vous l'avez dit, il y a très peu d'intérêt qui est présenté. Et moi, ça me désole, ça me met très mal à l'aise. Et j'invite nos scientifiques à s'intéresser parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les politiques s'appuient sur le secteur des mines, pas avec beaucoup de statistiques possibles, pas avec beaucoup de connaissances approfondies à la matière, mais si au niveau de nos universités, nous avons des scientifiques qui s'y intéressent, avec des statistiques à l'appui, avec des études telles que nous sommes en train de les faire, ça pourra permettre
non pas seulement aux politiques, mais ça pourra permettre à l'État congolais d'aller contracter certaines conventions avec des éléments probants. Parce que là, si nous n'avons pas une amélioration totale des substances minérales que nous avons dans notre pays, mais les gens qui ont une technologie beaucoup plus poussée, mais ils vont nous rouler. Si aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de se battre pour revoir les contrats chinois, parce que quelque part, la République démocratique du Congo s'est senti rouler. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, je crois. Parce qu'on s'est senti rouler. Pourquoi on s'est senti rouler? Parce que nous sommes partis contracter avec des personnes qui ont une connaissance beaucoup plus élevée que nous, parce qu'on a besoin d'argent. Bon voilà, on nous donne l'argent, mais en fin de compte, on se rend compte que maintenant, on a été embourbé. Il faut revoir ces contrats. Non, nous ne voulons pas assister à des scènes de révision des contrats. Non, nous voulons aller contracter avec des éléments probants. Et ici, je suis en train d'interpeller surtout nos scientifiques, de s'intéresser, pourquoi pas, de s'adonner à ce secteur, parce que c'est le secteur le plus important, à mon avis. Mais nos scientifiques, vous sans ignorer que nos scientifiques éprouvent des difficultés pour effectuer des recherches, ça demande de l'argent. Nos scientifiques ne sont pas accompagnés pour mener des études scientifiques sur le terrain. C'est ça aussi le problème. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais le premier moyen, c'est d'abord les moyens humains. Le premier moyen. Les moyens humains. Ils ne sont pas accompagnés par l'État. Nous avons mené cette petite étude. Ce n'est pas une grande étude, mais ça, ce sont des éléments d'information qu'on donne. Après avoir sondé, on analyse, on donne des résultats, on donne des informations, n'est-ce pas? Mais il y a encore des études beaucoup plus poussées, scientifiques, telles que vous l'avez dit, qui nécessitent des moyens. Mais les premiers moyens, c'est d'abord les moyens humains. La matière grise, ça c'est les premiers moyens. Il suffit d'avoir la matière grise. C'est à travers cette matière grise que vous pouvez frapper les portes à gauche, à droite. Ça n'empêche pas à nos scientifiques d'aller frapper. Parce qu'il y a des ONG, il y a des fondations qui soutiennent de telles études. Si vous n'allez pas les frapper, comment ils viendront vous soutenir? Parce qu'il ne faut pas compter seulement sur l'État congolais qui vous dira qu'il n'a pas de moyens. Mais il y a d'autres partenaires sur le plan international qui peuvent, pourquoi pas, venir en appui. Mais vous devez vous-même être disposé de mener ces études. Vous devez vous-même être disposé d'avoir un plan d'études et une thématique attrayante. Si vous n'en avez pas, vous croisez les bras et vous attendez qu'on vous donne les moyens, ça ne viendra pas. Il faut aller chercher les moyens. Parce que le premier moyen, j'ai dit, c'est les moyens humains. Donc, et les moyens humains, on les a. Allez à l'université de Kinshasa, parce que tu en es le produit. Lui là, c'est Ifasi, et ainsi de suite. Vous êtes les produits de notre milieu universitaire, n'est-ce pas? Et vous n'allez pas me dire que nous n'avons pas de très bons chefs de travaux. Il y en a en profusion. En termes de professeurs, n'en parlons même pas. À l'UNIKIN, là, vous avez des tridocs, des quadridocs, des sexidocs. Il y en a. En termes de matière grise, on en a. Ça ne nous manque pas. Mais cette matière grise doit être maintenant transformée en moyens financiers pour que l'on puisse implémenter des grandes études qui peuvent nous permettre, pourquoi pas, d'aider ces pays à être là. Vraiment, hormis les moyens humains, parce que là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quelque part, je ne suis pas persuadé. Pourquoi? Parce que seuls les moyens humains ne suffisent pas. Nous sommes dans un pays où déjà l'Internet est un luxe. Si vous allez dans des villages là, Internet, c'est vraiment très difficile. Et alors, aujourd'hui, les moyens technologiques sont vraiment très importants. Est-ce que nos dirigeants ne peuvent pas vraiment penser à ça? Seuls les moyens humains ne suffisent pas. Il faut mélanger tous les deux moyens. Je suis d'accord avec vous. Pour ajouter, nous sommes les produits des universités. Même dans nos universités, pour accéder dans des bibliothèques, il faut avoir de l'argent. C'est ça. Pour vous abonner, faire abonner. Si vous n'avez pas l'argent, en tout cas, c'est vraiment difficile pour vous. Vous allez dans la bibliothèque pour faire quoi? Pour mener des études. Sur quelle question? Sur la question que vous-même vous avez définie. Oui. Parce que si vous n'avez pas une question que vous-même vous aviez définie, la bibliothèque là ne vous intéresse pas. Ça dit, d'abord, les moyens humains, pour moi, c'est les moyens les plus importants. Ces moyens humains-là, je l'ai dit, doivent définir son plan d'études. Vous devez d'abord commencer par définir votre plan d'études. Si vous n'avez pas un plan d'études, mais on viendra vous soutenir sur base de quoi? N'est-ce pas? Ça, c'est le premier fait.
Je suis d'accord quand vous dites que seuls les moyens humains ne suffisent pas. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais ici, j'insiste, Bivens, si nous commençons à nous plaindre de notre pauvreté, nous sommes appelés à nous enterrer vivants. Se plaindre de sa pauvreté, c'est synonyme de s'enterrer vivant. Est-ce que tu es prêt à t'enterrer vivant? Non. Qui va accepter de creuser sa propre tombe et de s'enterrer vivant? Non. Ça veut dire, à un certain moment, nous sommes dans une position où nous disons, nous avons un plan d'études, nous voulons mener des études, par exemple, topographiques sur les potentiels minéraux que nous avons en République démocratique du Congo. Ça, c'est déjà une première démarche. Ça nous coûte quoi? Voilà pourquoi je vous parle de ces plans-là. Ça doit nous coûter quoi? Ça doit nous coûter des moyens de télédétection, ça doit nous coûter ceci, ça doit nous coûter cela. En termes d'argent, ça demande quoi? En termes d'argent, ça demande 1 million de dollars américains. N'est-ce pas? Nous n'avons que la matière grise. On n'a pas 1 million de dollars américains. Ça veut dire quoi? On croise les bras. Là, c'est s'enterrer vivant. On ne croise pas les bras. Puisqu'il ne faut pas croiser les bras, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut frapper les portes. Il faut identifier quels sont les potentiels partenaires qui vont trouver intérêt à la question que nous voulons traiter. Parce qu'il ne faut pas trouver... Moi, je traite par exemple des questions minières. Mais je veux frapper la porte à une personne qui traite des questions de dentistes, par exemple. Est-ce qu'on marche sur la même longueur d'onde? Non, il y a une compatibilité. S'il vous plaît, j'arrive. Il y a une compatibilité. Ça veut dire la personne, elle va m'écouter, mais elle ne trouvera pas intérêt à ce que je suis en train de lui dire. Mais au même moment, si je me décide d'aller, par exemple, frapper la porte à une entreprise minière, cette entreprise minière trouvera maintenant intérêt dans ce que je suis en train de dire, mais verra est-ce que la mission que moi j'ai, ça corrobore avec la mission que Raymond a. Même si nous sommes dans un même domaine, mais il va voir sa mission et la mission que nous avons. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut trouver la personne qui s'identifie à ce que vous avez comme mission. Ça, c'est le travail qui nous manque. C'est le travail qui nous manque. Nous nous limitons seulement à dire, nous n'avons pas de moyens et c'est fini. Non, nous devons arriver à un certain moment à identifier les personnes qui ont la même mission que nous. Lorsque vous trouvez de tels partenaires qui ont la même mission que vous, c'est fini, c'est bingo. Le partenaire vous donnera des moyens parce qu'il a intérêt à ce que vous êtes en train de faire et le résultat de votre étude lui permettra également à lui avancer. Voilà pourquoi je dis, si nous croisons les bras, nous allons nous enterrer vivants. Il ne faut pas qu'on croise les bras. Nous sommes appelés à avancer. Donc, il faudrait d'abord que, quand vous dites les moyens humains, il faudrait d'abord que l'on puisse appréhender l'objet de ces recherches. D'abord. Que ça soit orienté, orienté vers les secteurs miniers. D'abord, si vous arrivez à avoir un très bon plan, lorsque nous allons parler, par exemple, on va entrer en profondeur si vous permettez, je vais vous parler par exemple du PAR. Les PAR, c'est le plan d'atténuation et de réhabilitation. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller faire la recherche dans les secteurs miniers si vous n'avez pas ces PAR. Les PAR, ça vous aide, si vous êtes titulaire des droits miniers, que ce soit dans la phase de recherche et dans la phase d'exploitation, vous avez les PAR. Et ces PAR va être suivi d'un autre document qu'on appelle le PGS, c'est-à-dire le plan de gestion environnementale et sociale. Vous allez vous rendre compte que si vous n'avez pas un plan, vous naviguez à vue dans la recherche. Si vous n'avez pas les PAR, vous naviguez à vue dans l'exploitation. Parce que le PGS viendra vous dire, bon voilà, moi, je viens tout simplement faire les suivis des mesures que vous avez prises dans les PAR. N'est-ce pas? Et je vais vous aider à les mettre en œuvre. Mais on vous demande, Madame Efrazi, où est votre part? Mais les parts encore, c'est quoi? Alors là, ça prouve à suffisance que vous attinattez, s'il faut le dire ainsi. Donc c'est pour vous dire que si vous n'avez pas vous-même votre propre planning, vous n'irez nulle part. Il faut commencer par avoir un planning, lequel planning que vous allez commencer à présenter à tout le monde, et les gens qui seront intéressés vous donneront les moyens. Et aujourd'hui, nous souffrons de ces moyens-là à cause de ça. Vous qui êtes dans ça, expliquez-nous un peu en long et à large, qu'est-ce qu'il y a dans ces plans-là, les plans de recherche?
J'explique en d'autres termes. Ce sont des questions qui doivent intéresser à la fois vous, les hommes et les femmes des médias, et les candidats présidents de la République. Les questions qui intéressent les Congolais, c'est ça. Vous avez quelqu'un qui quitte chez lui, qui s'est dit, bon, je viens en République démocratique du Congo faire l'exploitation minière. Cette personne-là, on l'appelle titulaire des droits miniers. Quels sont les droits que l'État congolais donne à cette personne? On lui donne les droits de faire l'exploitation et lui donne les droits de faire la recherche. Mais vous ne pouvez pas faire la recherche si vous ne commencez pas par l'exploitation, si vous ne commencez pas par la recherche. Et pour faire la recherche, on lui donne certaines obligations. Parmi les obligations, on lui dit, monsieur, il faut commencer les travaux. C'est-à-dire, vous êtes titulaire d'un droit minier, c'est-à-dire vous êtes entreprise, on vous donne les certificats de recherche, mais on vous dit, monsieur, pour attester que vous êtes sérieux, dans une année, il faut commencer les recherches. Mais avant de commencer les recherches, on vous demande un certain nombre de documents. Mais pour moi, les documents les plus importants qu'on demande, c'est les parts. Les parts, c'est les plans d'atténuation et de réhabilitation. C'est quoi ces documents? C'est-à-dire, dans ces plans, on demande à cette entreprise minière de nous présenter la cartographie totale du périmètre qu'il va exploiter. C'est-à-dire, dans ces plans-là, vous allez nous dire quels sont les engagements que vous, entreprise minière, parce que quand je parle des titulaires des droits miniers, les gens ne comprennent peut-être pas. Je parle d'entreprise. Quels sont les engagements que vous, entreprise minière, vous prenez avant votre recherche, pendant votre recherche et après votre recherche? N'est-ce pas? Quels sont les engagements que vous prenez? Parce que dans votre périmètre, vous allez trouver qu'il y a des gens qui y habitent, n'est-ce pas? Quels sont les engagements que vous prenez pour délocaliser ces gens-là de votre périmètre minier? Parce que, on prend l'exemple de la commune de la Gombe. Nous, par exemple, Télé 7, nous sommes au quartier commerce. Les périmètres miniers commencent de la gare centrale jusqu'à Kitambo Magasin. Et vous venez pour l'exploitation. Il s'estime que c'est au quartier commerce, là où Télé 7 se trouve, qu'il y a des mineurs. Mais vous devez, dans votre plan, nous dire quels sont les engagements que vous prenez pour délocaliser les gens qui habitent les quartiers commerce afin que vous puissiez faire votre exploitation. Et les différents engagements que vous prenez doivent se retrouver. Comment vous allez faire pour ne pas impacter les cours d'eau? Comment vous allez faire pour ne pas déstabiliser les gens avec la nuisance sonore? Tout ça, ce sont des engagements que vous devez prendre et ces engagements se trouvent dans ces plans d'atténuation et de réhabilitation qui est un document important qu'on va vous exiger pour commencer les travaux. Très bien, là on peut dire que le plan de recherche c'est comme la boussole qui dirige bien sûr le travail. Comme on dit, avant de résoudre un problème, il faut d'abord commencer par l'identifier, mettre des stratégies en place et passer à l'action. Même avant de présenter cette émission, on avait eu quand même le temps de préparer, c'est-à-dire on avait fait un planning ensemble avec Efrasi Makanda. Je pense que je voulais juste nuancer ce que Raymond Luneko a dit, mais je pense que Dorman Ngenga a peut-être 2 ou 3 petites questions à vous poser. Je vous en prie. Merci beaucoup, M. Raymond. Je vous ai suivi attentivement. J'ai 2 petites questions. Vous avez parlé du secteur de mines soutient notre pays. Mais pourquoi est-ce que il est moins priorisé en République démocratique du Congo? Ça, c'est une question qui est pertinente et je crois que c'est même le fond de notre étude. Pourquoi le secteur minier n'est pas priorisé en République démocratique du Congo? La question, on la pose très clairement aux hommes politiques. Pourquoi les hommes politiques n'arrivent pas à prioriser le secteur des mines? Je pense que nous ne devons pas nous voiler la face. Ce secteur ici n'est pas priorisé parce que c'est un secteur qui sert tout le monde. S'il faut le dire ainsi, c'est un secteur qui sert tout le monde. Si ce secteur ici ne servait pas tout le monde, c'est un secteur qui devait être priorisé. Et quand je dis sert tout le monde, ça veut dire
des gens qui voudront nous maintenir dans une position de nous faire croire que le secteur n'est pas aussi faramineux que ça, alors qu'en réalité, c'est le secteur qui nous soutient. Peut-être ça leur profite. Mais pour moi, l'objectif également de faire cette étude, c'est pour amener les candidats présidents de la République à prioriser ces secteurs. C'est un peu ça le message phare que nous voulons leur lancer. Regardez un peu ce secteur qui est important, qui a commencé à soutenir le pays depuis les 5 chantiers, la révolution de la modernité, et même lors de cette législature, si c'est les secteurs miniers qui continuent à nous soutenir, pourquoi après 2023, nous ne pouvons pas prendre ces secteurs et les prioriser? Donc, pour répondre à votre question, très clairement, c'est la question que nous posons aux hommes politiques. Pourquoi ils n'arrivent pas à prioriser le secteur des mines alors que c'est un secteur important et cela est attesté par des faits? Merci beaucoup. J'ai enquêté sur les questions minières. Mais dans cette enquête, les vieilles personnes se plaignent plus sur la vie sociale des Congolais. Entre autres, de lutter contre la famine. Mais pourquoi exactement mettre le secteur minier en priorité aussi longtemps qu'il y a des gens qui se plaignent de la famine, la faim, et la cherté des denrées alimentaires, tout ça? Mais pourquoi mettre la question minière en priorité, précisément les secteurs miniers? Je vais vous amener une métaphore, très rapide. Nous sommes dans une maison. On a un billet de 20 000 francs à côté. N'est-ce pas? Ce billet de 20 000 francs est à côté. Et vous et moi, on s'assoit en face de ces billets de banque. Mais nous regardons Euphrasie, nous disons, tu ne fais rien pour nous, on a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Et Euphrasie qui est notre responsable. Euphrasie vous dit, non, voilà, moi, je vais tout faire pour mettre fin à votre faim. Vous avez compris de quoi je suis en train de faire? Pour mettre fin, c'est-à-dire F-I-N, à votre faim, F-A-I-N. N'est-ce pas? Alors, est-ce que cela veut dire pour autant que les 20 000 francs qui sont là ne peuvent pas nous aider à mettre fin à notre faim? Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je vous comprends. Les 20 000 francs, c'est le secteur des mines. Euphrasie, c'est l'acteur politique ou actrice politique. Et nous, c'est les personnes enquêtées. Nous disons que nous avons fait. Nous avons fait. Alors que la solution pour mettre fin à notre faim est là, à côté. Pourquoi Euphrasie ne peut pas prioriser ces 20 000 francs? Pour dire, bon voilà, pour mettre fin à votre faim, je prends ces 20 000, je vous donne. Les mines sont avec nous. Mais les hommes politiques veulent trouver la solution à notre faim en dehors. Alors que nous avons la solution à côté. Ils viennent nous faire des promesses. Bon voilà, pour mettre fin à la faim, nous allons aller exporter par exemple les poissons à Namibie. Je suis d'accord. Mais pourquoi ne pas avoir des contrats d'ammodiation avec beaucoup d'entreprises, lesquelles entreprises peuvent donner du travail facilement aux jeunes et ça va mettre fin à leur faim. C'est ça le problème que nous avons. Et pour répondre autrement à votre question, pourquoi nous devons prioriser les secteurs de mines? Je mets quiconque au défi et je voudrais avoir des débats avec quiconque les voudrait. Il n'y a aucun secteur qui est capable de résorber la question du chômage que le secteur de mines. Est-ce que vous savez que dans ce secteur ici, on a donné des obligations aux entreprises minières qui existent? Toutes les entreprises minières qui sont là, on les a donné des obligations. Mais ce que moi j'aime, il y a à la fois des obligations et des exigences. Parmi les exigences qu'on a données aux entreprises minières, c'est l'emploi. Et l'emploi, c'est l'emploi des jeunes. Est-ce que vous savez que dans les règlements miniers, si vous lisez à partir de l'article 405, sexties et quinquies, est-ce que vous savez que dans le secteur des mines, on a donné l'obligation à toutes les entreprises minières qui viennent, à compétence égale, de prioriser qui? Les nationaux. Ça veut dire, en d'autres termes, si une entreprise minière est en train de recruter 20 personnes, et il se fait que vous avez 20 Chinois
et 20 Congolais à compétence égale prioriser les nationaux. Ça veut dire quoi? Il faut prendre d'abord les Congolais. Allez lire les codes. Est-ce qu'on l'applique? Voilà pourquoi nous disons, on a besoin de débats de fond autour de ça, pour que tout le monde sache. Prioriser ce secteur, ça veut dire créer des débats de fond pour donner de l'information à tout le monde. Le problème, c'est que les gens n'ont pas l'information et les gens ne priorisent pas les secteurs. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a 20 000 francs qui est là, mais les gens meurent de faim. Est-ce que vous savez qu'en matière de formation, dans le secteur des mines, toutes les entreprises minières qui existent, on les a donné une exigence. Si vous avez dans votre entreprise, par exemple, 50 Congolais qui y travaillent, vous, entreprise, vous avez l'exigence de renforcer les capacités, je suis au niveau de l'article 405 sexties, de renforcer les capacités de ces 50 Congolais afin que, in fine, vous, entreprise, vous avez besoin de quoi? On a besoin de cadres compétents pour X, Y, Z. On vous donne à vous, entreprise, l'exigence de renforcer leurs capacités afin que ces Congolais soient compétents pour occuper ces postes de responsabilité. Et on vous demande, vous là, qui travaillez dans l'entreprise minière, de faire votre plan et d'aller le soumettre au CTCPM. Et à partir de là, vous allez commencer à suivre des formations au dos et à la charge de l'entreprise. Est-ce que vous savez qu'en termes d'emploi, le règlement minier et le code minier donnent l'exigence aux entreprises minières? Je dis bien l'exigence aux entreprises minières, à chaque phase. Dans la phase de recherche, d'engager 20% des Congolais comme à la direction, comme cadre qualifié, 20%, 25-25. Et à la phase d'exploitation, nous arrivons à 65-80. Et vous allez voir même jusqu'à 100% des personnes qui sont de manœuvre. Ça veut dire, en d'autres termes, si nous mettons en application ces codes et ces règlements miniers, nous aurons moins de problèmes de chômage. Le problème, c'est que puisqu'il n'y a pas de débat des sociétés autour de ça, ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est la sécurité, je suis d'accord. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'unité nationale, je suis d'accord. Aujourd'hui, la priorité, c'est la justice, je suis d'accord. Mais si et seulement si on faisait des débats autour des exigences, autour des obligations qui sont faites aux entreprises minières, vous allez vous rendre compte que tous les Congolais seront éveillés. Là, c'est ça la priorité dont nous disons. Priorisons ce secteur-là. Créons des débats des sociétés. Admettons qu'au niveau de la chaîne nationale, on a des débats autour de ces contenus dont je suis en train de faire allusion. Ça va éveiller la conscience de tous les Congolais. Admettons que les candidats présidents de la République battaient campagne autour de la thématique mine et descendaient, comme ils sont en train de faire leur campagne électorale, devant des milliers de personnes, en train de les haranguer pour dire, si moi je deviens président de la République, telle entreprise qui est ici dans votre milieu ici, voilà ce que dit les codes. Ces codes ici n'est pas mis en application. Mais moi, je vais me battre pour que tous les jeunes Congolais, si vous avez les codes, lisez. Même les règlements, l'article 405. Vous lisez dans l'étude, on a même fait des tableaux quant à ça. N'est-ce pas? Moi, si je deviens président de la République, je vais faire à ce que tous les jeunes manœuvres soient engagés dans l'entreprise. Tous les jeunes semi-qualifiés soient engagés dans l'entreprise. Tous les jeunes qualifiés soient engagés. Et je vais me battre pour qu'il y ait beaucoup de cadres dans les entreprises minières. Allez dans beaucoup d'entreprises minières, vous allez vous rendre compte que c'est plus des Chinois, c'est plein de Chinois, alors qu'il y a même une disposition légale qui oblige à ce que les étrangers ne puissent pas occuper tel autre poste dans les entreprises extractives. Est-ce que vous le savez? Très peu de Congolais le savent. Nous avons besoin qu'on puisse les prioriser pour qu'on puisse avoir de tels débats. Et si nous avons de tels débats, vous allez vous rendre compte que les gens seront éveillés. Quand on parle de la sécurité, on va vous dire que c'est l'armée, c'est la grande muette qui va parler. Personne. On n'aura pas un débat. Mais quand il s'agit des questions de mines, je vous dis, ce sont des questions de société, ce sont des questions citoyennes qui nécessitent à ce que tout le monde puisse écouter. Je vous donne seulement ces deux exemples-là. Emploi et formation des jeunes. La question d'emploi, tout le monde les intéresse. La question de formation intéresse tout le monde. Et je vous donne encore d'autres obligations. On fait l'obligation aux entreprises minières de verser une quotité qu'on appelle la dotation 0,3%. La gestion de cette dotation, très peu de gens savent comment ça se gère. Mais nous avons besoin qu'il y ait des débats de société. Que les entreprises minières nous disent, bon voilà,
Moi, j'ai fait le chiffre d'affaires, par exemple, de 100 milliards de dollars américains chaque année et je libère ma quantité de 0,3% à telle hauteur. Comment ça se gère? On crée un débat. Comme ça, cette dotation de 0,3%, nous tous, nous saurons que ça se libère. On va construire les écoles, on va construire des hôpitaux, on va construire des routes, on aura des jeunes qui seront engagés. Ça, ce sont des débats que nous avons besoin. Mais pourquoi on ne débat pas autour de ça? Moi, j'estime, à mon avis, en tant que chercheur, les différents débats auxquels nous assistons sont constipés. C'est vraiment des débats constipés. Si on parle de la question de justice, on va poser une ou deux questions et puis on se limite là et puis c'est fini, on n'en parlait pas. Donc si aujourd'hui le peuple congolais croupit dans la misère, c'est parce que le code minier n'est pas mis en application. Donc le secteur de mine peut résoudre les problèmes des Congolais. Je ne sais pas, Ephrasie, si je dois le dire en quelle langue. Ça fait des mois et des mois, je ne cesse de monter au créneau pour dire aux hommes politiques, n'allez pas chercher de midi à 14 h. Je vous dis, on a 20 000 francs. J'ai donné cette métaphore. Nos 20 000 francs sont là. On a fait, mais prenez ces 20 000 francs, résolvez ces problèmes. Mais vous êtes incapable de prendre 20 000 francs, vous voulez sortir de la maison et aller chercher la solution ailleurs. Non, la solution est dans la maison et nous pouvons résoudre nos problèmes à partir de la maison. Vous parlez du débat. En quoi le débat va résoudre ces problèmes, va changer la donne? Parce que moi, je crois que le problème, c'est au niveau de ceux-là qui gèrent, ceux-là qui chapeautent ces secteurs-là. Ils sont très bien informés, ils sont au courant des obligations, tous les détails. Ils sont informés. En quoi le débat changera quand même la situation? Pourquoi vous journalistes, vous nous informez? Oui, pour avertir les gens, pour... si vous avez une population moins avertie, vous êtes à l'aise. Le plus important pour certains dirigeants, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, ben, il ne revendique pas ses droits. Il y a un pasteur qui nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Quand on n'a pas la connaissance, mais facile. Le problème, c'est celui-là. Aujourd'hui, si les gens, moi, le travail que je fais, c'est pour aider tout le monde à avoir une connaissance. Je ne dirais pas que tout le monde devienne expert, non. C'est pour que les gens soient informés. Le problème, c'est que les gens soient informés. Je vous dis, même au niveau des entreprises, il y a certains Congolais qui travaillent là-bas, qui ne savent pas qu'on peut être à la fois travailleur et actionnaire dans la même entreprise. Est-ce que vous le savez? Les gens ne sont pas informés. Est-ce que vous savez que le code donne la possibilité aux Congolais qui travaillent dans l'entreprise minière d'être actionnaires? On a donné 5%, j'ai dit aux Congolais. 5%. Être formé pour réclamer ses droits. Pas seulement formé, d'abord informé. Informé, oui, pour réclamer ses droits. Voilà, c'est-à-dire... aussi faire des poursuites judiciaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on a besoin qu'il y ait ce débat de société. Que les gens débattent, que les gens connaissent la vérité autour de ce qui se passe dans les secteurs des mines. Que prévoient les codes par rapport à nos droits et devoirs? Surtout par rapport à nos droits. Les codes prévoient que les Congolais sont priorisés en termes d'embauche dans les entreprises. Je ne peux pas venir dans une entreprise minière et trouver que, bon, l'entreprise a besoin de 100 salariés, mais dans les 100 salariés, vous avez 70 étrangers. Non, je ne suis pas xénophobe, c'est les codes, ce n'est pas moi, les codes est impersonnel. Ça ne peut pas se faire dans un pays où les codes est respecté. Alors si les gens n'ont pas la connaissance, bon voilà, ils vont périr, tel que dit la Bible. Les gens vont périr. Les gens vont trouver que c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise minière, qui doit être formé pour avoir les connaissances requises pour devenir directeur. Mais l'entreprise l'empêche d'être formé, alors que les codes exigent à l'entreprise. Et vous trouvez ça normal? Donc ceux qui chapeautent ces secteurs, en tout cas, profitent de l'ignorance de la population. Voilà, donc le problème c'est que les gens sont ignorants et les gens profitent de leur... Voilà pourquoi il y a une question qui m'a été posée de l'autre côté, pourquoi le secteur n'est pas priorisé. J'ai dit ça profite à une certaine catégorie de personnes. On profite de l'ignorance de la population et puis ça leur profite. C'est ça. Le problème c'est qu'il faut chasser cette ignorance
pour aider les gens à voir clair et commencer à revendiquer pour dire non, ici le code ne dit pas ça. Monsieur, respectez ce que le code dit. Et nous tous, nous devons fléchir devant la loi. On doit fléchir. Mais si vous ne connaissez pas vos droits, mais quelqu'un viendra bafouer vos droits et viendra vous gifler même en cours de route. Oui, quand on ne connaît pas, on devient un sujet de manipulation. Voilà. Quand on connaît, on est un citoyen. Voilà. Il est censé ignorer la loi. Voilà. Et actuellement, actuellement, on est manipulé parce qu'on est dans l'ignorance. Et voilà pourquoi nous avons besoin que ce secteur soit priorisé, parce qu'on va soulever beaucoup de questions qui vont ouvrir l'œil des gens, et les gens vont se dire non, voilà, in fine, non, on ne mérite pas ça, on mérite mieux. On mérite mieux. Je vous dis, mes amis, ce secteur ici, il suffit de mettre de l'ordre. Il suffit que tout le monde soit éveillé. Aujourd'hui, là, on peut tout dire. Mais vous avez, par exemple, un service comme les cadastres miniers. C'est le service qui amasse de l'argent. Je vous dis, de l'argent. Je vous donnerai seulement un seul exemple. Chaque année, les entreprises minières payent ce qu'on appelle les droits superficiels annuels par carré. C'est un impôt. Et c'est versé au niveau du cadastre minier. Hein? C'est cet impôt-là, de toutes les entreprises minières de la République démocratique du Congo. Vous savez, c'est combien en termes de dollars? Combien en termes de dollars? Mais si on posait même des questions professionnelles des médias, très peu de gens connaissent. Et si vous allez là-bas, on vous dira non, voilà, on est pauvre, on n'a rien, on n'a rien. Et comme on a déjà fait voir à l'opinion que bon, la République démocratique du Congo, nous sommes tous pauvres, et tout le monde vit dans la pauvreté, et nous pensons que nous sommes pauvres, alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas. Et on nous chante qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Voilà. Et pour nous, nous pensons qu'il faut commencer par chasser l'ignorance. C'est en chassant l'ignorance que nous allons, pourquoi pas, commencer à revendiquer nos droits. Livensbal, tu as une autre préoccupation, notamment déjà vers la fin de l'émission? Non. Je n'ai pas d'autres préoccupations. Sans vous par les temps. Vraiment, en tout cas, nous devons être informés pour réclamer nos droits. Mon peuple important. périt faute de connaissances. Voilà, même la Bible elle dit, tant que l'héritier demeure enfant, c'est un héritier esclave, parce qu'il sera l'objet de manipulations de tout genre. En tout cas, merci beaucoup à vous, notre cher Raymond Luneko, pour toutes ces informations. En tout cas, ça m'a réveillé. Livensbal. Et Francis Makanda, ça a été toujours un grand plaisir de partager ces bons moments ensemble avec vous. Et j'ai dit aussi merci à notre expert Raymond Luneko et puis à Dorman Ngenga, qui est l'enquêteur. Merci. Merci Dorman. Ok, merci à vous. Et c'est lui là qui a fait un grand travail. Ouais. C'est eux qui ont fait on a compris. Travail. Bon. Voilà. Il faut aussi dire un grand merci à toutes les personnes qui étaient branchées. D'accord, merci à nos téléspectateurs, merci à notre équipe. Mais un dernier mot, peut-être si vous permettez, demain, on reviendra maintenant avec les résultats de l'étude, car c'est important. Aujourd'hui, on a survolé un certain nombre de questions, mais demain, on va vraiment revenir sur l'étude dans son ensemble et commencer de façon schématisée à expliquer pourquoi nous sommes arrivés là et donner les différents commentaires par rapport à ça. Très bien. Ok, nous allons continuer. Demain, comme on vient de dire Raymond Luneko, nous entrerons vraiment dans la profondeur. Nous allons comprendre vraiment l'étude de manière détaillée. Vraiment, ne ratez pas demain à 8h juste. Soyez là devant vos écrans pour nous suivre. On se quitte, on clôture pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir.